Le Premier ministre était face aux élus du peuple ce matin. Joseph Dimranga Dadnadi a répondu à la question orale formulée par le député Ngarto Kete Tatola relative à l'intervention du Tchad au Mali. Les experts des pays membres du groupe d'action contre le blanchiment d'argent Koubac sont en évaluation. Ils révisent les moyens de lutte contre ce phénomène dans les pays CEMAC. L'hôpital général de référence nationale dispose des appareils pour des soins des maladies liées à l'insuffisance rénale. Notre reporter Mahamat Moussaba Micheib nous dira à quoi servent exactement ces appareils. C'est tout pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce journal. Aujourd'hui, lundi 15 avril, en raison de l'indisponibilité de notre éditorialiste, nous vous proposons en rediffusion la série sur les interventions onusiennes dans le monde. Voici le premier volet. Ahmad Makaïla. Mesdames, messieurs, bonsoir. 4 mois bientôt après le début des opérations militaires dans le Nord Mali, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, garante de la paix dans le monde, envisage enfin d'envoyer des casques bleus au Mali. Des casques bleus, pourquoi faire? Le secrétaire général Ban Ki-moon a rendu public son rapport mardi 26 mars 2013. L'éditorial a pu se procurer copie dans sa version en langue anglaise. Le premier paragraphe du rapport dit ceci. Étant donné le niveau et la nature de la menace résiduelle, il y aura absolument, c'est de l'anglais traduit, besoin d'une force parallèle opérant au Mali et potentiellement dans la sous-région aux côtés de la mission de l'ONU afin de mener des opérations importantes de combat et de contre-terrorisme. Potentiellement, dit le rapport. Ça suppose que la menace elle est réelle. Alors, faut-il rire ou pleurer? Les deux, à mon avis, comme dans le roman de l'écrivain congolais Henri Lopez, le pleurer, rire. Cette option de l'Organisation des Nations Unies d'envoi des casques bleus aux côtés d'une force parallèle est, de mon point de vue, une offense au sacrifice des soldats tchadiens et français dans les massifs de l'Adrar des Iforas, mais aussi une insulte à la souffrance des Maliennes et Maliens pris en otage dans cette partie de leur territoire. En Afrique, quand un frère est en difficulté et qu'on ne peut pas raisonnablement l'aider, on se garde de se moquer de lui. Ce rapport est une plaisanterie. Dans le fond, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi les forces parallèles? Une force est une force ou elle ne l'est pas. Si les Tchadiens et les Français doivent rester dans les grottes du Takerker à la braise et au charbon face à un ennemi pourtant commun et invisible, alors que d'autres soldats prétendument casques bleus viendront se pavaner dans des blindés avec de l'eau minérale sans tirer le moindre coup de feu, il y a de quoi dire non, merci. Surtout que le rapport dit explicitement que la plus grande organisation au monde, l'ONU, avec un budget pour le volet militaire uniquement dépassant celui de toutes les armées africaines réunies, 8 milliards de dollars, cette ONU n'est pas en mesure de faire face à cette guerre asymétrique au Nord Mali. Voici ce que dit le rapport. Les Nations Unies ne sont pas configurées pour superviser au niveau stratégique de telles opérations, pour mener des combats qui iraient au-delà de sa doctrine du maintien de la paix. C'est à se demander finalement à quoi sert l'ONU, cette organisation créée en 1945 justement pour garantir la paix dans le monde. Garantir la paix à un prix, d'où l'urgence de la réforme ou le réformatage du principe du maintien de la paix. Le travail à faire dans le Nord Mali tient au nettoyage de la région infestée par des redoutables terroristes bien armés, bien entraînés, bien équipés et surtout déterminés à en découdre avec qui voudraient les déloger de leur sanctuaire. On n'a vraiment pas besoin de faire de grandes études stratégiques pour comprendre l'enjeu. Mais visiblement, dans l'immeuble tout en vert des Nations Unies à New York, la compréhension du conflit malien semble être aux antipodes de la réalité du terrain, où les casques bleus sont une armée et l'armée, c'est fait pour combattre le Kazou, ou alors les casques bleus sont une bande de soldats gentils et à ce moment, il faudra songer à les appeler autrement. De l'efficacité des interventions onusiennes dans le monde, la première est partie pour mémoire en 1948, c'était en Palestine. Il sera question dans mon prochain éditorial. Vivement. Lundi prochain.
Justement, par rapport au Mali, le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a été interpellé ce matin par les élus du peuple. Au cœur de cette interpellation, la mission des forces armées tchadiennes au Mali. Cet exercice s'est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement. Reportage Gisèle Chani Koudou. Face aux députés, le chef du gouvernement a répondu à certaines de leurs préoccupations sur l'intervention des forces armées tchadiennes au Mali. Cette interpellation fait suite à la question orale du député Ngarto Kété Tatola qui s'intéresse au bilan de la mission des forces armées tchadiennes, aux perspectives de cette mission et aux mesures prises par le gouvernement, l'Union africaine et les Nations unies pour gérer les conséquences humaines et matérielles subies par le Tchad. Après avoir donné leur aval au gouvernement le 16 janvier dernier pour cette intervention, les élus du peuple veulent ainsi se rendre compte de la situation sur le terrain. En réponse à ces préoccupations, le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi de souligner que l'engagement militaire du Tchad au Nord Mali est un véritable succès puisque les terroristes ont été neutralisés. Mais il déplore des pertes en vies humaines dans les rangs des Fatim. Le chef du gouvernement n'a pas occulté l'aspect financier des opérations qui se chiffrent à une 50aine de milliards. Les discussions générales sont ensuite ouvertes. Les questions des députés ont porté essentiellement sur la prise en charge sociale des familles des soldats tombés sur le champ d'honneur, des blessés et le retrait des troupes tchadiennes. Selon le Premier ministre, toutes les dispositions légales sont en cours pour l'indemnisation des familles des martyrs et des blessés. Quant à la question du retrait des Fatim, il a rassuré que les premiers mouvements des troupes ont commencé et que cela se fera progressivement. L'Assemblée nationale a voté la résolution 002 qui prendra en compte ces deux aspects. L'Assemblée nationale prend acte du processus d'adaptation de notre présence au Mali par rapport au contexte défini par les Nations unies. L'Assemblée nationale demande surtout au gouvernement de la République du Tchad de préparer dans un délai raisonnable le retrait des forces armées en intervention au Mali. Elle demande au gouvernement de définir les modalités de réparation civile pour les familles de nos soldats tombés sur le champ d'honneur ainsi que pour les blessés. L'Assemblée nationale recommande au gouvernement de faire apprécier à sa juste valeur par les Nations unies et l'Union africaine les effets humains, matériels et financiers de l'engagement du Tchad au Mali. L'Assemblée nationale recommande au gouvernement la prise sans délai des textes législatifs et réglementaires en faveur des soldats en mission et de retour de mission, lesquels textes doivent prévoir toutes les formes de reconnaissance nationale, promotion, prime, etc. Cette résolution a obtenu 167 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. Au cours de cette interpellation, le chef du gouvernement s'est longuement apaisanti sur le bien fondé de cette intervention au Mali et sur les conséquences humaines et financières des opérations. Il a annoncé également les perspectives. Voici un extrait proposé par Gisèle Chani Koudou. Notre engagement au Nord Mali doit être considéré comme une cause naturelle, même si l'État théâtre des opérations est à plus de 2000 km. C'est un véritable succès militaire puisque les terroristes ont été neutralisés. Engagés dans les opérations au Nord Mali depuis le 16 janvier 2013, les Fatim ont vaillamment libéré une à une les principales villes de Anderamboukoun, Meneka, Kidal, Agrebor et Thessalie. Les Fatim sont allés vigoureusement au cœur même de la drague des Ifoga, où elles ont mené des combats d'une rare violence contre les djihadistes. Comme l'avait fait noter le chef de l'État, les Fatim ont été la seule force qui a eu à affronter sur le terrain, face à face, les djihadistes et les narcotrafiquants. Au cours de ces combats, les chefs djihadistes tristement célèbres, tout comme de nombreux responsables des Katiba, ainsi que des dizaines de djihadistes et narcotrafiquants ont été tués. 14 prisonniers, dont le fameux boucher de Tombouctou, ont été faits prisonniers et remis au gouvernement malien par l'intermédiaire de l'armée française. Nous déplorons malheureusement, à ce jour au 13 avril 2013, 74 blessés et 36 morts
tombés sur le champ d'honneur. Le décompte de nos valeureux martyrs est le suivant. 34 morts au combat, dont 4 dans l'attaque kamikaze le 12 avril 2013 à Kidal. Un mort accidenté et un mort de suite de maladie. Le gouvernement a rapatrié toutes les dépouilles des victimes, à l'exception de celle du blessé soigné à Bamako et qui a été inhumé sur place. Des cérémonies d'hommage et d'honneur militaire ont été organisées. L'intervention au Mali n'est certes pas sans conséquences à gérer au plan humain, financier et matériel. Il convient de relever que la MISMA, que notre pays a intégrée, est une opération internationale autorisée certes par le Conseil de sécurité, mais elle n'est pas une opération de maintien de la paix classique. Sa prise en charge n'est pas en conséquence assurée sur le budget des Nations Unies de ce fait. Les mesures pourraient être prises lorsqu'elle sera sous mandat onusien. Toutefois, une évaluation du coût de notre intervention au Mali a été faite pour éventuellement bénéficier du financement du fonds fiduciaire. Les dépenses réalisées se chiffrent à 56 737 120 195 francs CFA. Les prévisions de dépenses pour une période de 12 mois sont de 90 321 953 893 francs CFA. L'essentiel des moyens utilisés proviennent de nos propres ressources, mais nous avons aussi bénéficié de l'aide des pays amis pour les besoins opérationnels. Il s'agit notamment de la France, de la République du Congo-Brazzaville, du Soudan, de la Chine et des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement a par ailleurs assisté financièrement les blessés et assure la prise en charge des familles des soldats ayant perdu la vie au Mali. Le ministre en charge de l'action sociale est instruit à l'effet d'organiser le soutien de l'État aux héritiers de ces martyrs. Un projet de loi portant régime spécial dérogatoire aux droits communs relatif aux rentes et avantages accordés aux ayants droit et aux soldats revenant du théâtre des opérations au Nord Mali sera soumis dans les tout prochains jours à l'Assemblée nationale afin de témoigner la reconnaissance spéciale de la nation au Fatim. En termes de perspective, nous pouvons dire que la majorité des objectifs militaires assignés au Fatim et aux autres forces engagées au Mali peuvent être considérés comme atteints. Dans ce cadre, et malgré les poches de résistance résiduelles en cours de traitement, la coalition alliée engagée au Mali va débuter une nouvelle phase. La mission de rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali étant accomplie, il reste la gestion
C'est à travers un atelier qui se déroule ici à N'Djamena. Des précisions avec Grangacham Irima. Né le 14 décembre 2000 de la volonté des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le groupe d'action contre le blanchiment d'argent, COBAC, a pour mission de combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sous toutes ses formes. Il est aussi chargé de coordonner, évaluer et dynamiser les actions entreprises au sein des États de la CEMAC. Aujourd'hui, il est question pour les experts des pays membres du COBAC de se soumettre à un exercice habituel, celui de passer en revue le bilan de leur précédent exercice afin de renforcer davantage les moyens de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont les fléaux des temps modernes qui non seulement ruinent les efforts de développement de nos États, mais atteignent de manière grave les droits de l'homme. Conscient de leurs effets nuisibles sur la société, la communauté internationale a décidé de fédérer tous les moyens et énergie pour combattre ces fléaux et œuvrer en même temps pour leur prévention. Le Tchad est représenté au sein du groupe d'action contre le blanchiment d'argent par l'Agence nationale d'investigation financière ANIF. Le COBAC se propose du 15 au 19 avril de préévaluer le dispositif de lutte anti-blanchiment, le financement du terrorisme et à l'analyse des outils susceptibles de combattre le braconnage et l'exploitation illicite de la faune dans la zone CEMAC. Une rencontre d'échange et de réflexion sur le programme national de sécurité alimentaire a eu lieu ce matin. Les différents partenaires ont également ébauché les perspectives d'avenir du PNSA. Pour cette rencontre d'échange sur le programme national de sécurité alimentaire initié par le CEFOD, deux exposés ont été présentés. Le premier exposé portant sur le rôle de PNSA a été animé par Amin Mamad Ousmane, chargé de suivi et évaluation. L'accent a été mis sur l'implication des partenaires dans le processus de l'autosuffisance alimentaire. Les perspectives et le bilan sont les derniers axes qui ont mis un terme au premier exposé. Dans le même sillage, le représentant de la société civile, Rimgoto, a fait une rétrospective de la famine qui avait touché la zone sahélienne dans les années 84 et 85. Selon lui, l'avènement du programme national de sécurité alimentaire est une réponse préventive contre ces fléaux. Néanmoins, il déplore le manque d'implication réelle des autres partenaires. Il a par la suite relevé quelques obstacles et défis qui entravent les activités du PNSA tels que le manque des agents de développement propres à l'institution. Ces deux exposés sont suivis des questions-réponses sur le problème des subventions, de gestion des ressources naturelles et comment accéder aux services du programme national de sécurité alimentaire. Des réponses ont été données par le panel de la dite rencontre. Quelques recommandations ont été formulées par les participants. La représentante de CELIAF se félicite de la tenue de cette rencontre. Elle poursuit en disant que cette journée de réflexion consiste à aider le gouvernement à se doter d'une politique de sécurité alimentaire pertinente et aussi obtenir une stratégie de lutte commune contre l'insécurité alimentaire. Il vous souviendra que dans les semaines écoulées, l'hôpital général de référence nationale a reçu des appareils pour le traitement de certaines maladies liées à l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, notre reporter Mahamat Moussa Abamicheib revient sur l'importance de ces appareils. De nouvelles machines pour l'unité d'hémodialyse de l'hôpital général de référence nationale. Elles serviront à la prise en charge des malades souffrant de l'insuffisance rénale. Lorsque les reins n'arrivent pas à éliminer les déchets azotés de l'organisme, il est nécessaire de mettre le patient sous dialyse. C'est un système qui permet d'évacuer les déchets dans un rein artificiel lors d'une séance qui dure en moyenne 4 heures et à laquelle le patient se soumet 2 à 3 fois par semaine. Une diffusion qui permet d'épurer tous les déchets qui sont restés dans le sang à travers une membrane. Et cette membrane, elle est interposée entre l'eau pure, l'eau de la stérilisée qu'on purifie encore avec une machine ici, H2O dans sa constitution, et le sang, donc il passe à contre-courant. Et grâce à cette technique, on arrive à enlever tout ce qui est déchet qui est resté dans le sang du patient qui porte une insuffisance rénale. L'insuffisance rénale est une maladie dont les signes sont difficilement perceptibles. Certains symptômes non spécifiques comme la fatigue peuvent pendant plusieurs années être la seule manifestation de la maladie. Au Tchad, plus de 30 000 personnes souffrent par an de l'insuffisance rénale. C'est pourquoi
En dépit des efforts fournis, les 8 appareils disponibles s'avèrent très insuffisants. Notre département s'est dépensé et rapidement œuvré pour qu'on augmente déjà la capacité de cette unité et que cette unité puisse être le point focal et qu'elle puisse permettre la décentralisation dans les régions. Et comme ça, les gens qui viennent du Star, de Moundou, qui puissent rester dans leur zone et qui puissent recevoir leur traitement dans leur famille. La décentralisation de la prise en charge des patients souffrant de maladies rénales au Tchad reste un défi majeur, car de nos jours, il n'existe qu'une seule unité d'hémodialyse, celle de l'hôpital général de référence nationale. Un saut dans nos provinces, l'afflux des réfugiés soudanais et retournés tchadiens du Darfour dans le département de Kitimi inquiète les autorités tchadiennes. Pour éviter tout débordement sur le territoire tchadien, la délégation conduite par le ministre de la Sécurité publique, les autorités locales et les humanitaires ont sillonné la frontière tchado-soudanaise pour sensibiliser les réfugiés et les populations autochtones pour le respect des lois et la cohabitation pacifique. Karnoubato Efoul. Exposés aux aléas climatiques, ces réfugiés soudanais et retournés tchadiens du Darfour bénéficient pour l'instant de la solidarité des populations de la sous-préfecture de Tissi et des localités environnantes. Pour renforcer davantage cette cohabitation harmonieuse, afin d'éviter tout conflit sur le territoire tchadien, la délégation venue de la capitale, les autorités locales, les forces tripartites Tchad-Centrafrique-Soudan et les humanitaires ont sillonné tout le long de la frontière tchado-soudanaise. Au cours de cette tournée de sensibilisation, les membres de la mission ont mis l'accent sur le respect de l'autorité de l'État et des us et coutumes, ainsi que l'abandon de comportements belliqueux. Le gouverneur de Sila, Moussa Haroun Tirgo, a rassuré ses interlocuteurs quant à leur sécurité. Pour mieux s'occuper de nouveaux venus, le gouvernement et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, décident de transférer la première vague des réfugiés au camp de Gozamir dans la sous-préfecture de Koukou-Angarana. Avant de quitter Tissi, la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait un don composé de vivres et des équipements. Vous constatez la présence de couvertures, de nattes et de céréales. Le reste, comme le lait, l'huile, le sucre, sel et bien d'autres. Et donc, on laissera la responsabilité aux autorités régionales de pouvoir commander. On a déjà pris attache avec ceux qui doivent nous amener. On leur laissera ce qu'il faut pour que ces produits soient acheminés sur Tissi ici. Un comité composé des autorités locales et des humanitaires est chargé de la gestion des actions en faveur de ces réfugiés et retournés du Darfour. Après avoir restructuré les bureaux des conseils régionaux de l'Ouest, du Centre et du Sud, le secrétaire général du MPS, Dr Béom Malo-Adrien et sa délégation se trouvent dans l'extrême nord du pays. Innocent Kilaïou. C'est par Faya Larjo, dans la région du Borkou, que le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Béom Malo-Adrien et sa délégation ont entamé la deuxième phase de la restructuration des organes de base du MPS. Dans le chef-lieu du Borkou, les militants et les militantes ont accueilli le secrétaire général du MPS ainsi que les membres du bureau politique national exécutif avec tous les honneurs. Très ému, le secrétaire général du parti du président fondateur Idriss Déby Itno a salué l'hospitalité légendaire et le degré de militantisme dont ont fait montre les militants du Borkou. Pour le docteur Béom Malo-Adrien, la restructuration des organes de base du MPS est l'une des recommandations du 5e congrès. C'est pourquoi son équipe a sillonné plus d'une dizaine de régions pour exécuter cette décision. Et comme le Borkou a obéi à la règle du consensus qui a permis d'avoir un nouveau bureau du conseil régional, il ne reste qu'à saluer ce travail abattu. Avant tout, je me permets de vous transmettre les salutations militantes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut, son camarade Idriss Déby Itno, celle de la Première Dame du Tchad, présidente d'honneur de l'organisation à la participation féminine du MPS,
la camarade Inda Debitno, ainsi que les salutations militantes de tous les membres du Conseil permanent des fondateurs et du bureau politique national. Le nouveau bureau du Conseil régional du Borkou, tout comme dans les autres régions, est fort de 21 membres. Et c'est Youssouf Soukoudi qui est désigné par ses camarades comme secrétaire général régional. Nous voudrions, par l'occasion, vous rassurer que comme il en est toujours été, le Borkou, une région bastion du MPS, le Borkou, une région 100% MPS. Après Borkou, le secrétaire général du MPS et les membres de la délégation ont pris la direction de Fada, dans l'Enedi Ouest. Nouvellement installé dans ses fonctions, le gouverneur de la région du Ouaddaï, Haroun Daoud, multiplie les rencontres de prise de contact avec ses administrés. L'autorité de l'État et la sécurité des personnes sont les mobiles de ces rencontres. Mohamed Abba Moussa Michi. La rencontre d'Abéchi a regroupé les préfets de 3 départements de la région. Il s'agit du département d'Abdi, de Ouara et d'Assunga. Les 3 responsables ont mis le nouveau gouverneur dans le bain en lui rendant compte des activités qu'il menait dans leur circonscription administrative. Ils lui ont expliqué comment l'administration fonctionnait dans leurs départements respectifs. Après avoir écouté les uns et les autres, le gouverneur Haroun Daoud a invité ses collaborateurs à faire respecter l'autorité de l'État dans toute la région. Il a mis l'accent sur la rédaction des rapports mensuels et la communication entre les instances de commandement. La question des conflits agriculteurs-éleveurs, la gestion de finances qui méritent une attention soutenue n'ont pas été perdues de vue. Il a aussi sollicité l'implication des chefs traditionnels dans la résolution des conflits, tout en exhortant les administrateurs à se mettre au travail. Restons toujours dans nos provinces. La première dauphine de la Miss Tchad 2013, Dina Issem Annie, a fait un don à quelques sages-femmes et mamans de la ville de Moundou. C'est un don composé de savon, serviettes et des pagnes. Ce geste entre dans le programme d'action de la première dauphine de Miss Tchad 2013. Dina Issem Annie a saisi l'occasion pour élever que les pesanteurs socio-culturelles sont les principales causes qui entravent l'épanouissement de la femme tchadienne. Elle a signé par ailleurs que la lutte contre la mortalité maternelle et infantile doit préoccuper tous les Tchadiens. La cérémonie s'est déroulée à la maternité de Moundou. Ici à N'Djamena, lancement hier soir des activités de l'Union des écoles coraniques au quartier Ambassatna dans le 3e arrondissement. Cette cérémonie a réuni un bon nombre de leaders religieux. Marale Joséphine. L'Union des écoles coraniques est la toute première organisation islamique à caractère éducatif. Elle renferme en son sein plus de 150 écoles au service des enfants tchadiens. À travers ce regroupement, les responsables entendent assurer un avenir meilleur aux générations futures, mais également leur apprendre des enseignements religieux. Des poèmes déclamés, des récits coraniques et des prières ont été dits au cours de cette cérémonie. Le délégué du Conseil supérieur des affaires islamiques du 3e arrondissement, Abba Ali Abdoulaye, encourage cette initiative qui contribue au développement des mentalités des enfants. Le président de l'Union des écoles coraniques, Al-Goni Aboubakar, reconnaît les efforts fournis par les superviseurs des différentes écoles et les invite à plus d'engagement afin d'aboutir à un résultat satisfaisant. Aussi, le président compte sur les autorités religieuses pour réussir sa mission. RTL Tchad récompense ses abonnés. C'est à travers le jeu baptisé RTL Wow que plusieurs clients ont reçu de nombreux cadeaux. Mais le plus important, c'est les 12 millions qu'a empoché un abonné le samedi dernier. Plusieurs heureux gagnants du jeu concours RTL Wow ont été primés. Ils ont reçu des différents cadeaux et des chèques de la main des responsables de la société de téléphonie mobile RTL Tchad samedi dernier à l'espace West Africa. C'est à l'occasion de la 2e édition de RTL Wow. Pendant près de 2 heures d'horloge, le public venu nombreux des 4 coins de la capitale a vécu des moments intenses de prestations artistiques.
Dans le cadre de promo e-sport, des kits de Canal Plus et un écran placement 32 ont été décrochés. Une somme de 100 000 francs, prix Saint-Valentin, a été gagnée. Un maillot d'une valeur de 850 000 francs CFA du club Manchester United signé par tous les joueurs a été décroché. Et de crédits RTL Money de 50 000 francs ont été décrochés. Ces récompenses sont le résultat du jeu RTL Wow initié par cet opérateur économique du secteur de la téléphonie mobile RTL Tchad. Du côté des heureux gagnants, la joie était grande. Tous sont animés de sentiments de satisfaction. Je suis dépassé par l'émotion quand j'ai reçu l'appel, en disant que j'ai gagné ce gros lot. Les Africains aussi ont les traditions, les Asiatiques ont les traditions, les Européens ont les traditions, les Tchad aussi ont ses traditions. C'est Angaïmo Djouas mort qui a gagné le chèque de 12 millions de francs CFA. Il ne cache pas sa satisfaction. Quand j'ai raconté l'histoire à certains amis, que RTL m'a appelé pour dire que j'ai gagné 12 millions, beaucoup n'ont pas cru. Ils disent non, c'est un mensonge, il te bourre et tu n'auras rien. Il ne faut même pas annoncer. Parce que tu diras aux autres et au dernier jour tu n'auras rien. Donc j'étais déjà départagé et franchement c'est une vérité. Et beaucoup de gens ont vu. Je leur dirais de faire le jeu. Ils gagneront plus que ce que j'ai eu. Quelquefois j'utilise 3 000, 4 000, voire 5 000 par jour. Je suis très content du boulot que RTL fait. Pour le responsable marketing, communication, manager, RTL Tchad mettra tout en œuvre pour satisfaire sa clientèle. C'est une activité qui nous permet de renforcer le lien avec nos abonnés et surtout de développer la fidélité et leur montrer que RTL est toujours très proche d'eux. Et je dois vraiment exprimer ici ma fierté de savoir que toute la grande famille RTL est sortie pour célébrer ce grand moment où nous récompensons et montrons ici que nous tenons à notre promesse qui a été faite au lancement de récompenser tous nos abonnés moment par moment et leur faire vivre une expérience vraiment passionnante. RTL, c'est le plus grand réseau d'Afrique. Il y a plus de 250 millions d'abonnés dans le monde qui utilisent RTL comme vous, comme nous tous ici au Tchad. Donc à chaque fois que vous prenez votre numéro RTL pour appeler, soyez-en fiers. Il y a environ 300 millions de personnes qui font le même geste que vous. Le directeur de marketing par intérim a saisi l'opportunité pour situer l'importance des jeux RTL Wow. Donc nous avons commencé par la promotion football faite à l'occasion de la CAN 2013, suivie de la promotion Saint-Valentin. Et le point culminant a été la remise du grand prix de la promotion RTL Wow. À cette occasion, on a remis le prix de 12 millions. Et ça montre aussi que RTL tient ses promesses. Donc il récompense les clients les plus fidèles et il récompense aussi les clients qui participent au jeu. Donc nous sommes très heureux d'avoir organisé cette soirée et nous avons rappelé cette promesse. RTL tient toujours ses promesses et RTL a montré aussi qu'il continue à tenir cette position de leader sur le marché. Et pour agrémenter le tout, les N'Djamenois ont participé à plusieurs jeux avec de nombreux cadeaux et diverses attractions. Les abonnés de l'opérateur de téléphonie mobile RTL Tchad sont invités à participer davantage à ce jeu pour espérer aussi faire partie des heureux gagnants. Voilà, c'est avec ce public reportage que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi.